internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette édition du vendredi 4 juin 2021 d'Informatique News Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et pour, comme chaque semaine, commenter et analyser l'actualité de cette semaine, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonsoir. Alors Guy, cette semaine, pas mal d'annonces au menu, si je puis dire. On commence par Huawei, qui, on le sait, a subi les foudres de l'administration américaine et donc s'est retrouvé privé d'un des principaux assets pour les constructeurs de téléphones mobiles, en l'occurrence les services de chez Google, et qui donc lance son propre OS, enfin l'avait déjà lancé, mais cette fois-ci c'est vraiment un lancement mondial qui s'appelle Harmony. Oui, alors si vous me permettez, avant de parler de ça, je parlerai encore de Windows, parce qu'on a parlé de Windows un certain nombre de fois, en particulier Windows 10, Windows 10X, en disant que la version là qui vient de sortir de printemps n'était pas une version majeure, mais que celle de l'automne le serait. Et donc Windows 10X, finalement, Microsoft ne l'annonce plus. Donc ça, je crois que ça donne l'impression, ça crée une certaine confusion. Et donc Microsoft, Satya Nadella, fera une annonce le 24 juin pour dire réellement ce que sera la prochaine version de Windows. Donc peut-être un Windows 11. Voilà, on en parlera à ce moment-là. Mais alors, pour en revenir à votre sujet, effectivement, on se souvient que c'est l'administration Trump qui avait en gros fermé les robinets et donc qui avait empêché, pour les raisons qu'on connaît, des raisons d'espionnage, on va mettre tout ça dans le mot valise espionnage, avait finalement imposé, interdit l'accès aux technologies américaines, à la fois pour certains composants et puis pour la partie logicielle Android. Donc évidemment, Huawei ne pouvait pas rester les bras ballants. Ils se sont mis à développement de leur propre logiciel, leur propre OS. Donc ils avaient annoncé l'année dernière une première version qui était plutôt orientée Internet des objets. Et là, ils annoncent la version 2 qui pourra être utilisée sur leur propre smartphone. Donc ça devrait équiper, parce qu'évidemment, on parle de Huawei, on parle du marché chinois, donc on a tout de suite des chiffres très importants. Ils devraient équiper 200 millions de terminaux d'ici la fin de l'année. Donc vous voyez que ça va quand même assez vite. Alors maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que la partie est terminée, parce que certes ils ont un smartphone avec leur propre OS, mais ça veut dire qu'il faut aussi créer tout l'écosystème qu'il y a autour. C'est-à-dire que remplacer YouTube, remplacer Gmail, toutes les apps qui vont avec, tous les développeurs qui vont développer des logiciels complémentaires pour les smartphones, tout ça il faut le mettre en œuvre, et ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc toujours est-il que malgré tout, Huawei a quand même été capable de tourner la page, et heureusement pour lui, parce que après on parle pas de jour de l'heure, mais parce que effectivement c'était la fin. Si on regarde les chiffres, c'est spectaculaire. Il y a eu un effondrement de la vente des smartphones Huawei assez spectaculaire. Et d'ailleurs, vous avez bien vu que les concurrents Oppo et Xiaomi en ont profité. Ils ont ouvert de belles boutiques sur Paris, donc on voit bien que ce qui a le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mais bon, en tout cas, c'est quand même une étape, je dirais, assez importante qui s'est jouée. Alors Guy, sans transition, là pour le coup, on passe vraiment sur un sujet complètement différent. On parle de serverless, des modes, en tout cas, peut apparaître comme tel à nos lecteurs. Une étude de Datadog, alors qui est évidemment intéressée par le sujet, on rappelle, Datadog permet d'administrer des machines virtuelles et ce genre de choses, montre quand même que le phénomène est bien là, et c'est pas qu'un effet de mode, parce qu'il parle de doublement, comment dirais-je, de l'usage des fonctions de serverless auprès des principaux offreurs de cloud. Oui, c'est ça. Donc, alors comme vous le disiez, Datadog, il fait du monitoring d'applications web. Donc, en gros, dans leur propre écosystème à eux, ils sont capables de... Alors, évidemment, c'est un sondage qui concerne ce qu'ils font eux, mais qui a une portée assez générale, puisque ça porte sur des chiffres très importants. Et donc, chaque année, il faut une étude, savoir quels sont les outils les plus utilisés, sur quel opérateur de service cloud, etc. Et là, cette année, ils ont mis, je dirais, le focus, comme on dit en mot français, sur la notion de serverless, dont l'appellation d'ailleurs est un peu troublante, parce que on a l'impression qu'il n'y a pas de serveur derrière, mais il y a toujours des serveurs. Donc l'idée, c'est un peu comme dans la téléphonie mobile, de la facturation à l'usage, à la seconde. Là, l'idée, c'est même plus la seconde, c'est la microseconde. L'idée, c'est que la fonction qui permet vous êtes facturé que ce que
vous utilisez. Et donc, dès que vous utilisez plus, ça s'arrête. Et donc, effectivement, l'idée principale qui ressort de cette nouvelle édition, c'est que la notion fonction as a service, qui est mise en œuvre sur les trois principaux opérateurs, AWS, Microsoft et puis Google. Google, d'ailleurs, qui était un précurseur dans ce domaine-là. La mise en application, l'utilisation de cette fonction as a service, donc c'est principalement le produit Lambda. Lambda, pas comme Lambda, hein, c'est son vrai nom. La marque chez donc AWS, il a, en l'espace de 2 ans, ça a été multiplié par 2. Et dans la même période, le temps moyen d'utilisation a été divisé par 2. C'est-à-dire qu'on était à 120 millisecondes, on est à 60 millisecondes. Vous voyez que c'est très court. Et donc, en fait, l'idée, alors, nos lecteurs peuvent se reporter sur le site de Datadog pour avoir tous les détails de cette évolution, mais c'est que, finalement, il y a cette disponibilité qui existe, et donc les développeurs, ils adaptent un peu le développement de leur code pour optimiser l'utilisation de ces nouvelles fonctions. Donc, je ne veux pas dire que c'est la fonction qui crée l'usage, mais enfin, c'est un petit peu ça. Et donc, c'était l'élément clé de cette enquête de Datadog cette année. Donc, rappelons que Datadog, c'est une entreprise qui est basée aux États-Unis, qui a été créée par deux Français, dont Olivier Pommel, et qui maintenant est une société... Une belle licorne, on va dire. Une belle licorne, oui. Alors Guy, encore un nouveau sans transition, cette fois-ci on parle d'un des sujets traditionnels de notre émission, à savoir les problématiques de localisation des données, avec une enquête lancée autour de l'usage d'AWS et d'Office 365 par notamment la Commission européenne, par une entité qu'on appelle le contrôleur européen, contrôleur des données européens, qui donc a pour objectif de vérifier où sont situées les données et quelles sont les dérives éventuelles par rapport à l'usage de ces données par des tiers. Hein. C'est ça, donc c'est le contrôleur européen de la protection des données qui diligente une enquête sur l'utilisation de AWS et Office 365 pour voir qu'est-ce qu'il advient des données. Est-ce qu'elles restent en Europe? Est-ce qu'elles sont transférées aux États-Unis? Et donc, en fait, ça fait suite à... C'est un sujet dont on a parlé récemment en présentant l'enquête de KPMG, si vous vous souvenez. Il y avait le Safe Harbor qui a été annulé par le Privacy Shield. Et puis, il y a eu l'accord Schrems 2 en juillet dernier qui, finalement, interdisait le transfert des données qui avait surpris un peu tous les juristes. Et d'ailleurs, l'enquête KPMG mettait un gros point d'interrogation parce qu'on est dans un flou aujourd'hui qui est assez bizarre, qui fait que maintenant, on ne peut plus transférer les données comme ça aux États-Unis. Et donc, là, il y a une enquête très approfondie pour savoir ce qu'en font AWS et Microsoft avec Office 365. Donc, je dirais que ça s'inscrit dans un mouvement d'ensemble qui est que, l'Europe a envie de se protéger et donc avec des outils juridiques de plus en plus contraignants. Et 2, elle essaye de construire une offre technique, si je puis dire. Bon, il y a le projet Gaia-X, il y a le cloud de confiance dont on a parlé, on en parlera par là. Mais donc, je dirais que c'est les deux pieds, les deux jambes sur lesquelles la notion de cloud, de confiance va pouvoir se développer, se déployer en Europe, c'est clair. Mais en tout cas, il sera intéressant de voir ce qu'il advient de cette enquête et quels sont les résultats tangibles et concrets de tout ça. Très bien. Alors justement, là, pour le coup, la transition est toute trouvée avec le sujet suivant, parce que Bouygues... qui, on l'oublie pas, est un opérateur mobile, mais aussi télécom fixe, dans sa branche entreprise, lance une offre de cloud souverain qui, j'imagine, doit être basée sur les offres de Nerim qui a été racheté il y a quelques Exactement. années. Donc Nerim, ça a été racheté en 2019. Donc c'est une offre qui s'appelle OnCloud et ça fait suite donc à l'annonce du gouvernement sur le cloud de confiance qui rajoutait une couche sur l'aspect sécurité de l'ANSSI avec une couche juridique, si je puis dire. Donc suite à ça, il y a eu l'annonce Capgemini Orange en partenariat avec Microsoft pour la société bleue. Et là, quelques jours après, si je puis dire, c'est Bouygues Télécom Entreprises qui fait son annonce, sachant que, et donc en espérant devenir cloud de confiance, sachant que évidemment il faut passer par les étapes de conformité et l'étape sécurité, donc le NumSecOps
enfin en tout cas le niveau de sécurité qui est labellisé par l'ANSSI est quelque chose je dirais, qui demande un peu de travail. Donc c'est pas pour demain. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que finalement cette annonce du gouvernement, elle a fait fleurir un certain nombre de velléités de la part de fournisseurs qui étaient là, parce que bien sûr, tous les publics concernés, donc le secteur public, mais les entreprises parapubliques, les OSE, les OIV, elles vont être amenées à se tourner vers de nouveaux opérateurs, et donc les opérateurs français ont leur carte à jouer, et c'est ce que fait Bouygues Télécom. Très bien. Alors pour le coup, on aura sûrement l'occasion d'en parler. Et puis on conclut cette première partie de notre émission, Guy, par la partie financière, avec Cloudera, qui a été racheté par un fonds, j'allais vous dire enfin, parce que ça fait quand même longtemps qu'on parle de rachat de Cloudera. Oui, alors vous vous souvenez, donc c'est dans le mouvement Hadoop. On en parle beaucoup moins d'ailleurs. On en parle beaucoup moins, et d'ailleurs, pourquoi? Enfin, la conséquence de ça, c'est ce qui s'est passé des 3 fournisseurs indépendants dont on a parlé à plusieurs reprises. Il y avait Mapper, Hortonworks et Cloudera. Mapper a fermé les portes il y a 2 ans, je crois. Cloudera avait déjà racheté Hortonworks il y a 2 ans, et dans des situations un peu compliquées, parfois 1 + 1, ça fait pas 2, ça fait beaucoup moins. Donc c'était un peu le cas pour Cloudera. Et donc Cloudera était en difficulté. Et il y avait l'ancien patron qui a été démissionné, si je puis dire. Et donc là, ils sortent de la cotation en bourse pour être repris par 2 fonds d'investissement, donc KKR et puis CDR. Donc KKR est très connu. D'ailleurs, à la manœuvre, il y a un dénommé Carly Kahn. Vous vous souvenez? Pour certains de nos lecteurs. Oui, il avait 18% de Cloudera, donc il a poussé pour cette initiative. Il a été à la manœuvre de pas mal d'opérations de ce type. Donc bon, c'est à la fois, je dirais, une conséquence de ce mouvement Hadoop qui avait été très prometteur et puis qui finalement le soufflet est un peu retombé. Exactement. Donc bon, ceci explique cela, si je puis dire. Très bien. Alors on en vient au dossier de la semaine, qui est une étude sur la colocation, donc l'hébergement en bon français, alors qui est assez intéressante parce qu'elle montre quand même que on imagine que les data centers sont un peu éparpillés par tout le monde. En fait, pas tant que ça, puisque 60% à peu près des data centers sont concentrés sur 30 métropoles. Donc c'est presque la loi de Pareto. Le Pareto en général, c'est 20-80, là c'est 30-70. Alors effectivement, vous vous souvenez du livre de Thomas Friedman, Le monde est plat. Et effectivement, pourquoi ne pas installer un data center? Donc pourquoi un hébergeur ne construirait pas un data center en plein milieu de la Creuse? Le foncier est très très bon marché. Alors évidemment, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de. Des fois, il y a des centrales nucléaires pas loin. Bon, c'est vrai, mais la Creuse peut-être pas. Et ben la réponse, on ne sait pas très bien, mais en tout cas la réponse, elle est là. Elle est que le monde n'est pas plat du tout. Et finalement, comme vous le disiez, il y a une concentration dans de très grandes métropoles. Dans le top 5, il y a pas... il y a Washington, New York, Tokyo, London, il y a Tokyo, Londres et Shanghai. Donc ça, c'est le top 5. Le top 5 qui fait plus de 25% du poids. Sachant qu'on mélange dans cet aspect colocation ou hébergement, on mélange l'aspect wholesale, comme ils disent, donc en vrac pour les hyperscale et des choses comme ça, de l'aspect en détail, c'est-à-dire pour les entreprises en direct. Bon, mais ça, c'est peu importe. Et alors, ce qui est à noter aussi, c'est que Paris, dont on parle beaucoup, Paris, il est dans le 3e tiers, si je puis dire, donc entre la 11e et la 20e, donc il n'est pas tout à fait en tête, si je puis dire. Il y a Francfort qui vient devant, par exemple. Maintenant, en termes d'entreprises leaders de ce marché, je dirais que le leader incontesté, et d'ailleurs qui est le leader, je crois, sur les 2 tiers de ces 30 régions qui font 70% du marché,
fait, c'est Equinix. C'est vraiment lui le poids lourd. Après, il y a Digital Realty, et puis après, il y a NTT qui vient en numéro 3, puis après, il y a pas mal. C'est un marché qui n'est pas très concentré quand même, voilà, comme on le dit. Hein. Oui, qui est encore très éparpillé, et sur lequel on l'avait remarqué à plusieurs reprises. Les Européens sont relativement absents là aussi. Donc, ils sont absents sur le cloud et ils sont absents sur l'hébergement. Donc, là, il y a du travail à faire. Du travail à faire. Très bien dit. Et on en vient à l'événement de la semaine à venir, en l'occurrence Vivatech, hein, qui, après une année 2020 où l'événement était carrément annulé, cette année, on arrive à un événement à la fois virtuel et physique, sachant que la version physique sera quand même très, très limitée compte tenu des conséquences de la pandémie. Par contre, c'est vrai que sur la partie virtuelle, on a quand même un beau plateau, parce qu'on aura Tim Cook. Un très très beau plateau. Alors, il y a malgré tout une partie physique, retour à la porte de Versailles, il y a plus de 1100 exposants, donc je suppose qu'on va adapter la jauge pour être dans les règles actuelles. Alors, c'est du 16 au 19 juin, donc c'est 4 jours d'exposition. Donc, il y a effectivement cette partie physique, et comme vous le disiez, et d'ailleurs, ce mode hybride va permettre finalement de manière extrêmement facile d'avoir accès aux plus grandes pointures, je dirais, à la fois du business et de l'IT. Et là, en gros, on pourrait presque dire que c'est le Davos du numérique, si je puis dire. Mais c'est vrai que la question, ce serait qui n'est pas à Vivatech. Donc, il y a Mark Zuckerberg, par exemple. Il y a Tim Cook, le patron d'Apple. Tim Cook, il y a Thierry Breton, il y a Arvind Krishna d'IBM. Donc, il y a vraiment, je dirais, quasiment tout le secteur IT est représenté par ses plus hauts représentants. Donc c'est vraiment une belle... Et puis alors c'est le retour, comme vous le disiez, en physique, en présentiel. Donc c'est quand même assez motivant. Donc c'est une belle réalisation de Publicis et de Maurice Lévy qui était à l'initiative. Maintenant c'est peut-être... Oui, je crois qu'il y est toujours, parce qu'il me semble qu'il doit mener son interview de ces acteurs en question. D'accord, mais donc c'est peut-être la 5e ou 6e édition. Ça commence à faire un... Donc c'est une belle réussite en tout cas. Très bien. Et puis on conclut par notre traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Alors là, pour le coup, le sujet s'est un peu imposé à nous, pas plus tard qu'hier, avec la fameuse panne des numéros d'urgence du côté de chez Orange, et qui évidemment n'a pas été sans conséquences malheureusement dramatiques pour un certain nombre de personnes. On a eu les explications, alors c'est un bien grand mot, les explications d'Orange, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Bon, alors, c'est vrai que c'est un sujet dont tous les médias se sont emparés, donc comme vous le disiez, il s'impose à nous. Finalement, qui nous rappelle que même si on est dans une époque où les technologies sont extrêmement avancées, sophistiquées et tout, il y a toujours une part d'aléa. C'est vrai qu'en écoutant Stéphane Richard nous dire qu'il y avait des niveaux de redondance à n'en plus finir et que ça ne pouvait pas tomber en panne, évidemment la question c'est pourquoi c'est tombé en panne. Mais je pense que l'idée c'est que, alors évidemment c'est un coup de gueule, mais on va pas rajouter parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui se sont déversés là-dessus. Mais c'est sûr que c'est un empilement d'infrastructures techniques qui remontent à très loin, qu'il a fallu rassembler. Oui, la question des techniques doit être il va y avoir vraisemblablement une enquête sur le sujet pour savoir quelles sont les causes de cette tragique événement, parce qu'il y a eu des morts. Et puis, est-ce que il va falloir faire table rase et mettre en place un système qui soit à la pointe de la technologie, si je puis dire, parce que là, on rassemble des choses qui datent de différentes périodes. Oui. Tout en sachant c'est un peu le SICOP de... Alors, tout en sachant, je disais que cet événement tragique arrive au moment où le Parlement examine un projet de loi sur la réforme de ces fameux numéros d'urgence. Voilà. Alors, j'allais dire, il y a un peu... il est vraisemblable que ça va accélérer le mouvement. Un numéro pour tous les besoins, où évidemment certains disent non, les pompiers veulent leur propre numéro, la police veut son numéro. Donc, on verra si on arrive finalement en Europe avec un 911 européen. On le verra. Très bien dit. Écoutez, je propose qu'on conclue là-dessus. Et je vous remercie encore une fois de vos commentaires et de votre analyse. Je remercie toutes et à tous. Je vous souhaite une très belle semaine et un très beau week-end. Je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo.
Encore une fois, à très bientôt. Merci.